Bonjour. Donc nous reprenons le voyage parmi donc ce que j'ai appelé des clusters métalliques. Alors jusqu'à présent, on était surtout avec des systèmes à 4 atomes. On a pas mal discuté de clusters fer-soufre. On a discuté de l'assemblage des fer-soufre. On a discuté de certains systèmes enzymatiques de ces clusters qui commencent à être intéressants du point de vue des stratégies thérapeutiques la semaine dernière. Alors là, on va redescendre un tout petit peu, puisqu'on va parler surtout de complexes binucléaires. On peut les appeler clusters, il y a des débats là-dessus, mais alors regardons ce terme-là. Un peu plus tard, on reviendra à des systèmes avec beaucoup plus d'atomes métalliques. Et je vais, pour ce qui me concerne, discuter de systèmes binucléaires à fer à manganèse au sein de systèmes enzymatiques. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Latour, dont je parlerai tout à l'heure, qui va faire le pendant, je pense, de l'approche, de l'exploration chimique de ces systèmes. Et je pense que vous aurez un ensemble assez cohérent d'informations sur cette chimie-là. Voilà, donc voilà un titre qui est plus correct, parce que tout à l'heure il y avait magnésium, mais c'est manganèse. Donc on va parler en effet de fer, de manganèse, et à la fin de cuivre, mais très, très brièvement. D'une certaine façon, de cuivre aujourd'hui un tout petit peu, parce que la semaine prochaine, mon invité, Marius Réglier, va nous parler de chimie du cuivre, de systèmes, de clusters de cuivre et de la chimie de ces systèmes. Alors, pour ceux qui sont là depuis quelques années à suivre ce cours, vous vous souvenez que j'ai, dans un cours qui discutait un petit peu des origines chimiques de la vie, de l'évolution chimique des systèmes, je me suis attardé longuement sur une étape qui est celle-ci, qui est la biosynthèse des désoxyribonucléotides à partir des ribonucléotides. C'est une réaction qui est catalysée par la ribonucléotide réductase. Et l'apparition d'une enzyme comme la ribonucléotide réductase à la surface de la Terre a été, c'est la théorie essentielle à l'apparition du monde à ADN dans lequel nous vivons, puisque la théorie dit que la vie s'est d'abord construite sur l'ARN. On parle du monde à ARN protéines, et ensuite arrivée de l'ADN, événement extrêmement tardif dans l'évolution chimique. Voilà le contexte, mais j'ai dit un certain nombre de choses sur ces systèmes enzymatiques qui sont des métalloenzymes, et quand j'ai parlé de ces systèmes, j'ai évoqué trois systèmes enzymatiques différents qui sont apparus à des moments différents de l'évolution et qui sont responsables de la biosynthèse des désoxyribonucléotides, donc qui sont les précurseurs de l'ADN. Et comme vous pouvez le constater ici, ce sont des systèmes, des métalloenzymatiques. Donc là aussi, c'est encore la révélation que des processus aussi importants que la biosynthèse de l'ADN ne se produisent pas sur la Terre sans un ion métallique, sans un ou plusieurs ions métalliques. Et j'ai donc discuté des systèmes de classe 1 qui dépendent de binucléaires de fer, j'y reviendrai, des systèmes de classe 2 qui dépendent de l'adénosylcobalamine, donc ce très beau complexe naturel, bien sûr, où le cobalt joue un rôle très très important, et la classe 3, et là on retrouve les clusters 4 fer, 4 soufre, associés à cette molécule dont je parlerai encore la semaine prochaine, la S-adénosylméthionine. Voilà les trois systèmes, et j'avais expliqué que tous ces systèmes avaient comme fonction de créer un radical cystéinyl sur la ribonucléotide réductase, état absolument essentiel à l'activité enzymatique. La création de ce radical ici est due à
à la formation de radicaux intermédiaires qui vont arracher l'atome d'hydrogène sur cette cystéine. Ça peut être un radical tyrosinyle dans la classe 1, ça peut être le radical 5'-déoxyadénosyl qui est produit par la cassure homolytique de la liaison cobalt-carbone ici, ou ça peut être la cassure réductrice de la S-adénosylméthionine, de la liaison soufre-carbone, produisant donc le radical 5'-déoxyadénosyl qui arrache un atome d'hydrogène sur une glycine qui ensuite produit. Donc ce radical cystéinyle, quelque chose d'assez complexe, mais simplement retenir que tout ça est de la chimie radicalaire. Et effectivement, ce que la biologie structurale a démontré, c'est que tous ces systèmes se ressemblaient sur le plan structural, mais différaient par le mécanisme de formation des radicaux. En gros, qu'il s'agisse de la classe 1, de la classe 2 ou de la classe 3, vous avez une organisation avec un site actif où la cystéine qui devient radicalaire est sur une boucle. Vous voyez, c'est vrai dans tous les systèmes. Donc il y a une bonne conservation de ces ribonucléotides réductases. Là où c'est très très différent et des choses diverses se sont passées au cours de l'évolution, c'est que dans un cas, vous voyez, la cystéine est ici et le site radicalaire initial est là, à 35 angstroms de distance. J'ai discuté du problème de transfert de radicaux, et que ce radical-là est à proximité d'un binucléaire de fer. Dans le cas de l'adénosylcobalamine, ce complexe est fixé directement sur le site actif à proximité de la cystéine à oxyder. Et dans le cas de la classe 3, c'est une deuxième protéine, comme ici, une deuxième protéine qui s'associe à la ribonucléotide réductase pour former ce radical. Donc une chimie extrêmement complexe qui est résumée ici. Donc comment se forment ces radicaux, et c'est là qu'on commence à introduire ce qui apparaît dans le titre, à savoir l'activation de l'oxygène moléculaire. Dans la classe 1, et je vais aujourd'hui parler exclusivement de la classe 1, la formation des radicaux dépend en effet d'un système avec 2 atomes de fer, mais absolument de l'oxygène. Et donc la chimie qui est proposée, c'est que ces 2 atomes de fer sont réduits à l'état fer2, et c'est dans cet état-là que la protéine peut fixer de l'oxygène moléculaire, l'activer, je ne rentre pas dans le détail, et créer un radical tyrosinyle par oxydation à un électron de la tyrosine adjacente. À nouveau, vous voyez, les 2 atomes de fer, c'est ici que va être fixé l'oxygène moléculaire, ça va créer une entité oxydante qui va arracher un atome d'hydrogène ici, et donc voilà le radical tyrosinyle. C'est lui qui ensuite va induire la formation d'un radical cystéinyle à 35 angstroms de distance, quelque chose d'assez fascinant. Donc retenez bien ce schéma-là, et ensuite, voilà, et ça, ceci représente cette conversion d'un radical tyrosinyle en radical cystéinyle. Bon, juste pour mémoire, j'indique les deux mécanismes de classe 2 et classe 3, mais je vais me concentrer sur les classes 1. Dans le cas de la classe 2, le radical se forme par cassure de la liaison cobalt-carbone ici, vous formez un radical, et c'est lui qui va arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Et dans le cas de la classe 3, par un mécanisme totalement différent impliquant un cluster 4 fer 4 soufre, vous créez un radical 5'-déoxyadénosyl, de la même façon que dans la classe 2, et qui conduit à un radical cystéinyle. Voilà. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est la découverte récente de tout un tas de RNR, de ribonucléotides réductases de classe 1. Jusqu'à il y a très peu de temps, le dogme, c'était que toutes les classes 1 étaient des systèmes comportant un centre métallique avec 2 atomes de fer. Et à tel point d'ailleurs que chaque fois que quelqu'un trouvait un autre métal à l'intérieur d'un système enzymatique, on l'accusait d'artefact, et que, bien sûr, quand on travaille sur des métalloenzymes, on sait qu'il peut y avoir des artefacts. C'est-à-dire que lorsque vous isolez une métalloprotéine, vous pouvez, au cours de la purification,
introduire d'autres métaux parce que les solvants dans lesquels on travaille peuvent être contaminés avec des métaux, parce que le milieu de culture peut être très riche en certains métaux, enfin, etc., etc. Néanmoins, il a fallu du temps, et vous allez voir qu'on va comprendre tous ces systèmes, il a fallu du temps pour accepter que, et maintenant ça l'est bien sûr, ça a été parfaitement bien établi, qu'il y a des classes, donc 3 classes, classe 1A, 1B, 1C, et donc 2 nouvelles classes 1, une qui comporte 2 atomes de manganèse et pas 2 atomes de fer, et une qui comporte 1 atome de manganèse et 1 atome de fer, dans différents micro-organismes. Je commence donc... alors, oui, la classe 1A, donc vous avez compris, elle a été bien caractérisée. J'en ai beaucoup parlé au cours d'une année de cours. Et c'est l'enzyme qu'on retrouve chez l'homme en particulier, enfin chez les eucaryotes, mais aussi chez certaines bactéries, chez Escherichia coli. Je ne développerai pas ce point, mais ce qui est maintenant évident, c'est que, et on ne sait pas vraiment très bien pourquoi, plusieurs classes 1 sont présentes dans le même organisme. Escherichia coli, il y a plusieurs des enzymes de classe 1A et de classe 1B pour faire la même chose. Voilà. Le premier système sur lequel il y a eu un soupçon de présence d'autres métals que le fer, c'est c'est le travail qui a été mené en particulier chez une bactérie qui s'appelle Bacillus subtilis et qui a été étudiée de la façon suivante. Deux gènes, donc à l'intérieur de ces bactéries, il y a aussi de la classe 1A, mais il y avait un deuxième opéron dans lequel il y avait 2 gènes, NRDE et NRDF, qui ressemblaient à des ribonucléotides réductases. Ces protéines ont été purifiées, copurifiées d'ailleurs, les 2 systèmes fonctionnent ensemble. Et je vous rappelle à nouveau que dans la ribonucléotide réductase, il y a deux composants, R1 et R2. R1, c'est là où il y a le radical cystéinyle et se fixe le substrat, et R2 est la protéine qui contient le centre binucléaire de fer. En fait, là, il y a eu beaucoup de problèmes parce que, en effet, comme vous pouvez le voir dans ces tableaux, ce système-là, R1 et R2, se purifiait aussi bien avec du fer que du manganèse. Et donc, vous pouvez purifier une protéine NRDF, celle qui contient le métal, voyez, avec du fer, hein, en plus grande quantité que du manganèse, et avec une certaine quantité de radical, et également avec une activité spécifique. Donc un système à fer qui fonctionne. Mais néanmoins, avec tout un tas d'analyses très, très poussées, il a été bien démontré que c'était lorsqu'il y avait 2 atomes de manganèse qu'on avait la plus grande quantité de radical tyrosinyle. Vous voyez, c'est un système qui, ici, contient beaucoup plus de manganèse que de fer. Et vous voyez que les activités spécifiques, les chiffres qui sont indiqués ici, sont beaucoup plus grands que dans le cas d'un fer. Donc, c'est très compliqué parce que fer et manganèse peuvent s'interchanger dans ces systèmes, mais assez clairement, c'est du manganèse qui, dans ces systèmes, donne la plus grande activité. Et les propriétés spectroscopiques, qu'il s'agisse de l'UV visible, et notamment avec ce signal, ce pic ici, qui est tout à fait caractéristique d'un radical tyrosinyle, ou ce signal RPE qui montre une combinaison de radical tyrosinyle et de manganèse, tout ça est en faveur d'une ribonucléotide réductase tout à fait particulière dans laquelle il y a 2 atomes de manganèse. Et vous voyez, ce sont des résultats extrêmement récents. Les choses vont très vite maintenant. Il y a des structures aux rayons X qui ont été obtenues pour ce système de classe 1B. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a très très peu de différences, ce qui explique, si vous voulez, l'interchangeabilité du fer et du manganèse.
peut-être j'y reviendrai, mais j'en profite à ce niveau-là pour dire qu'on ne comprend... Enfin, on se pose la question de savoir comment dans la cellule qui contient du manganèse et du fer, quels sont les mécanismes qui permettent d'introduire dans la classe 1A que du fer et dans la classe 1B que du manganèse. Quand on regarde la structure aux rayons X de ces systèmes, on observe d'abord une organisation générale tout à fait conservée entre les protéines de la classe 1A et de la classe 1B. Et par ailleurs, vous voyez ici la structure du site actif de la classe 1A, connue depuis très longtemps, avec 2 atomes de fer, un pont oxo, vous voyez des ponts carboxylates avec des carboxylates autour, et une histidine par fer, donc un atome d'azote. Donc un environnement très oxygéné au niveau du fer. Alors très oxygéné parce que c'est en lien avec l'activation de l'oxygène moléculaire, nécessité de passer à des hauts degrés d'oxydation du fer qui doivent être d'une certaine façon stabilisés, et l'environnement oxygéné est beaucoup plus adapté pour ça. Mais quand vous regardez maintenant le système avec 2 manganèses, qui est maintenant de la classe 1B, donc une autre protéine, vous voyez à quel point ces 2 systèmes se ressemblent. Voilà les 2 atomes de manganèse, un pont oxo ou hydroxo, vous voyez le même type de carboxylate, une histidine par manganèse. Alors, vous voyez que les carboxylates autour sont vraiment organisés de la même façon. Et on peut comprendre dans ces conditions que ce système-là, lui aussi, fixe du fer, peut-être moins efficacement, mais il en fixe suffisamment, et en tout cas, un peu de chimie peut être mise en œuvre, y compris avec du fer, pour créer un radical sur cette tyrosine, vous voyez, qui est à quelques angstroms de distance. La structure, l'approche biologie structurale, là aussi, permet de confirmer ce que je viens de dire. Voilà, donc dans Science en 2010 a été proposé, montré 2 structures de la même protéine, de la classe 1B, soit avec du manganèse, c'est celle que je viens de vous montrer, soit avec du fer, qui est ici, et vous voyez quelques différences. Je ne sais pas, par exemple, ce glutamate 192, vous voyez ici, il est pontant monodente, alors qu'ici, il est pontant bidente. Enfin, c'est des petites différences. Mais voilà. Et donc, en effet, c'est comment fait le système enzymatique pour introduire plutôt du manganèse que du fer quand ce site est si doué pour fixer aussi du fer. On voit bien qu'il faut vraiment qu'il introduise du manganèse, parce que s'il introduisait du fer, il y aurait certes un peu d'activité, mais très insuffisante, beaucoup moins de radical, beaucoup moins d'activité enzymatique, donc une grande déficience à synthétiser de l'ADN. Bon, ça c'est une question très très générale. C'est un domaine qui est vraiment en pleine activité aujourd'hui. C'est lorsque vous avez dans la cellule une soupe d'ions de cuivre, fer, manganèse, nickel, cobalt, etc. C'est comment un système fermé comme ça, une cellule, est organisé pour délivrer. Je vous ai dit qu'il y a à peu presque la moitié de systèmes métalloprotéiques dans une cellule, moitié par rapport à l'ensemble des protéines. Donc comment le système fait pour délivrer très très spécifiquement tel ou tel atome à telle ou telle protéine. Donc ça c'est un sujet passionnant qui révèle un certain nombre pour lequel on a des réponses dans certains cas, mais on est encore très loin de comprendre tout ça. C'est un sujet. Alors la question c'est, est-ce que c'est la même chimie pour former le radical ? Alors je rappelle ce qui se passe à nouveau dans la classe 1A. Donc voilà vous voyez c'est en noir et blanc là parce que c'est une vieille structure. C'est dans les années, à la fin des années 80 que la première structure à rayons X d'une ribonucléotide réductase a été obtenue par un groupe suédois. Donc on retrouve le binucléaire de fer. Qui est dans cette protéine, et le mécanisme qui est admis.
avec le bilan de la réaction qui est écrit au-dessus. À nouveau, c'est une protéine sans fer, une apoprotéine qui fixe 2 atomes de fer 2. Vous avez donc un binucléaire de fer 2 installé dans la protéine. Celui-ci est doué pour fixer de l'oxygène moléculaire et moyennant un électron, vous produisez une espèce à valence mixte fer 4, fer 3, donc qui a le potentiel d'oxyder à un électron, et vous avez une tyrosine ici, bien positionnée pour être oxydée à un électron, et c'est ce qui se produit, le métal finissant à fer 3, et la tyrosine devenant un radical tyrosinyle. Donc, assez schématiquement. Est-ce que c'est la même chose avec le système de la classe 1b? Alors, pour le moment, je vais vous raconter des choses qui sont très très récentes et qui méritent certainement encore de l'exploration. Si vous regardez un peu mieux l'opéron, et c'est ce qui a été fait à la fin des années 2000, il y a une protéine ici, un gène absolument essentiel à l'activité des enzymes NRDE et NRDF. Je rappelle à nouveau que NRDF, c'est le système qui porte le métal, et NRDE, c'est le système où va se créer à la fin le radical cystéinyle qui déclenche la réaction de réduction des ribonucléotides. Donc il y a une petite protéine ici, NRDI, et qui s'est avérée être une flavodoxine. La semaine précédente, j'ai évoqué déjà les flavines. Donc c'est une protéine qui contient une flavoprotéine qui contient une flavine, donc, qui est en l'occurrence une FMN, d'où le nom de flavodoxine. Donc vous avez ici le cycle isoalloxazine, qui est doué de propriétés redox, hein, qui est capable donc de transférer 1 et 2 électrons en même temps que des protons. Et voilà, qui est donc fixé à cette protéine. Donc il y a eu une structure aux rayons X de cette protéine. Il a été montré que cette protéine interagit de façon très forte avec NRDF, donc avec la métalloprotéine. Il se forme un complexe qui peut être isolé, purifié, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Voilà une flavodoxine taguée avec une histidine sur une colonne nickel-NTA. Eh bien, non seulement vous sortez la protéine NRDI, mais vous sortez aussi la protéine NRDF qui vient avec, donc ça veut dire qu'elle est très très fortement accrochée. Et puis, peut-être encore plus intéressant, et ça a été publié dans Science en 2010, a été obtenue la structure aux rayons X du complexe entre NRDI et NRDF. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous avez ici la petite protéine NRDI avec ici la flavodoxine. Donc vous voyez qu'elle est vraiment en surface de la protéine, cette molécule organique FMN douée de propriétés redox, elle est ici entourée de quelques boucles. Et vous voyez qu'il y a une certaine distance entre cette FMN et le site à manganèse. Donc il est assez peu probable que la flavine transfère des électrons directement ou on accepte de ce site à manganèse. Donc ici c'est la zone qui voilà, la zone d'interaction entre la protéine NRDF et la protéine NRDI. Voilà, les fameuses boucles qui entourent le cycle isoalloxazine. Vous vous souvenez que la chimie dans le cas du fer, c'est du fer 2 qui fixe l'oxygène moléculaire, qui réagit avec l'oxygène moléculaire et qui crée, via un intermédiaire fer 4, fer 3, qui crée un radical tyrosinyle. Si vous faites la même chose avec un état manganèse 2, manganèse 2, il ne se passe strictement rien. Vous voyez, activité spécifique avec, en absence de NRDI, il ne se passe rien.
En effet, la protéine NRDF contient 2 ions manganèse 2, et lorsque vous ajoutez de l'oxygène, il ne se passe rien. Ce n'est que lorsque vous ajoutez la protéine NRDI sous une forme réduite, c'est-à-dire la flavine est à l'état réduit, donc elle contient des équivalents réducteurs. Donc vous voyez que lorsque vous ajoutez un certain nombre d'équivalents de cette protéine, à ce moment-là, non seulement vous voyez, que la ribonucléotide réductase devient active, donc devient capable de réduire des ribonucléotides en désoxyribonucléotides pour atteindre ce qui est le maximum d'activité. Et de la même façon, et de façon corrélée, vous avez formation du radical tyrosinyle. Bien sûr, cette enzyme n'est active que s'il y a un radical tyrosinyle, donc c'est normal de trouver cette corrélation comme toujours. Et donc, l'hypothèse quand même, pas triviale, mais en général, quand on parle d'oxydation par une métalloprotéine, on envisage des intermédiaires réactionnels très oxydants, mais localisés sur le métal, et le substrat vient à proximité, et vous avez une oxydation due à la proximité entre le substrat et le métal. Ici, ce qui est proposé, c'est que l'oxygène est activé non pas par le métal, mais est activé par la flavoprotéine. Ça, ce n'est pas très, très original. Il y a des tas de monooxygénases d'enzymes qui oxydent des substrats dont le cofacteur redox est une flavine, où il n'y a absolument pas de métaux. Donc les flavines sont en effet douées pour activer l'oxygène moléculaire. Par contre, vous avez vu la distance entre la flavine, où va se créer une entité active de l'oxygène, et le métal, où se trouve, à proximité duquel se trouve la tyrosine, c'est une distance qui est tout à fait considérable. Donc là encore, on se retrouve avec cette notion de réactivité à très longue distance, qui est une des caractéristiques d'un certain nombre de systèmes du vivant tels que ceux que je vous présente. Et alors, donc, l'hypothèse de travail, c'est qu'à l'état réduit, la flavoprotéine NRDI réduit l'oxygène, transfère ses électrons non pas au métal mais à l'oxygène moléculaire pour donner une espèce qui est une espèce réduite de l'oxygène. Est-ce que c'est l'équivalent de HO2 point ou de l'anion superoxyde, du radical superoxyde? Est-ce que c'est de l'eau oxygénée, plus ou moins déprotonée, etc., etc. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Et l'hypothèse, c'est que, d'une certaine façon, cette espèce réduite de l'oxygène s'approche du site, donc se transporte à l'intérieur de la protéine, et vous voyez, non seulement se transporte à l'intérieur des protéines, mais passe d'une protéine à l'autre, puisqu'elle a été créée dans NRDI et va jusqu'à NRDF. Évidemment, un processus pas absolument évident, d'autant que ces entités-là sont oxydantes et pourraient, pendant le transport, s'attaquer à un certain nombre de chaînes, de chaînes latérales, en effet, des protéines. Mais néanmoins, l'hypothèse, c'est que ça arrive ici, que ce pouvoir oxydant est utilisé pour transformer du manganèse 2 en manganèse 3, et qu'il y a un autre équivalent d'oxydant ici, produit toujours par la flavine, qui permet de former l'équivalent de notre fer 3, fer 4 de tout à l'heure, qui est un manganèse 3, manganèse 4, avec un potentiel d'oxydation à 1 électron, et qui va être utilisé pour transformer le phénol ici, la tyrosine, en radical tyrosinyle. Voilà l'hypothèse de travail. Bon, ça c'est juste pour répéter la même chose en bas. Vous voyez, production d'une espèce active de l'oxygène, passage de 2,2 à 3,3, donc le manganèse est oxydé. Il est oxydé à 1 électron pour faire manganèse 3, manganèse 4, qui oxyde le radical. Et ici, c'est ce qui se passe dans le cas de la classe 1A, avec 2 atomes de fer. Et vous voyez, c'est totalement différent, c'est-à-dire il n'y a pas de flavine. C'est le fer lui-même, ce qui n'est pas le cas ici, c'est le métal lui-même qui fixe l'oxygène moléculaire,
qui le transforme en une entité de type peroxo, puis une entité de type ensuite fer4, fer3 pour faire l'oxydation de la tyrosine en radical. Donc vraiment deux choses très très différentes. Voilà, alors pour appuyer cette information, des données structurales, enfin deux informations, disons, importantes. D'une part, l'observation. Voilà, ici vous avez NRDI, et ici vous avez NRDF, vous voyez les deux atomes de manganèse. C'est d'une part l'observation d'un réseau de molécules d'eau, donc d'une sorte de canal qu'on peut ici voir par cette densité électronique ici, une sorte de canal qui relie les deux atomes de manganèse à la flavine. Première remarque. Donc, molécules d'eau stabilisées par tout un tas de liaisons hydrogènes. Donc, il y a une connexion, il y a un canal entre les deux sites, flavine et manganèse, et ce canal pourrait être un canal pour le transport d'une espèce oxydée, d'une espèce réduite de l'oxygène liée à la fixation de l'oxygène ici, la réduction de l'oxygène par la flavine, et ensuite la fameuse espèce réduite de l'oxygène, alors superoxyde, peroxo, enfin, etc., se transférant jusqu'à l'atome de manganèse aux atomes de manganèse pour les oxyder. La deuxième observation importante, c'est que ce mélange, ce complexe NRDI-NRDF, avec NRDI dans l'état réduit, c'est ce qui est indiqué HQ, ça veut dire semi-réduit, en présence d'oxygène, a été exposé à l'air, et un intermédiaire a pu être figé d'une certaine façon, et apparaît une densité électronique ici, vous voyez, exactement entre les deux systèmes redox, manganèse et flavine. Et cette densité électronique, un peu allongée, a été interprétée, en tout cas le meilleur fit qui a été obtenu, c'est avec un peroxyde sur la base d'une liaison oxygène-oxygène de l'ordre de 1,45 angstrom. Et voilà, c'est ce type d'information intéressante qui conduit à conforter l'hypothèse qui est admise aujourd'hui d'un mécanisme assez curieux où une flavine active l'oxygène moléculaire, l'équivalent d'un peroxo se transporte sur plusieurs angstroms de distance pour arriver au site du manganèse pour faire de l'oxydation. Classe 1C. Je vais parler maintenant de la troisième classe qui a été découverte là aussi, qui a été découverte il y a pas mal d'années, mais vous allez voir qu'elle est encore plus surprenante et on s'est posé la question pendant longtemps de comment un système comme ça pouvait fonctionner. Et alors cette ribonucléotide réductase a été découverte chez cet organisme Chlamydia trachomatis, qui est un parasite intracellulaire et très pathogène. Et lorsque c'était un collègue canadien, d'ailleurs Grant McLarty, qui avait fait cette observation, il travaillait sur cet organisme, et donc il avait obtenu le gène, la séquence du gène de ce parasite, de la ribonucléotide réductase, enfin de la partie R2, l'équivalent de NRDF, la partie métallique. Et qu'est-ce qu'on observe dans ce cas? Alors ici, vous voyez, c'est la séquence à comparer avec coli.
Et la chose la plus surprenante, c'est qu'à côté du fait que c'était évident que c'était une ribonucléotide réductase, la chose la plus embêtante, c'est qu'en face de la tyrosine, qui est absolument essentielle, cet acide aminé, hein, vous l'avez compris, dans les classes 1A et 1B, il y avait une phénylalanine. Donc phénylalanine, évidemment, totalement incapable de chimie redox, d'évoluer entre deux états redox, en tout cas de créer un radical, comme le fait la tyrosine. Il y avait d'autres différences, et en particulier, si certains ligands du métal étaient conservés, d'autres ne l'étaient pas. Ici, vous voyez, vous avez un aspartate dans cette position dans le cas d'Escherichia coli, et vous avez un glutamate. Ce n'est pas une très très grosse différence, mais c'est une différence. L'existence d'une phénylalanine à la place d'une tyrosine a été parfaitement prouvée, c'est-à-dire que ce n'était pas un problème de séquençage, parce qu'à un moment donné, les gens se sont posé cette question, qu'il y avait un problème de séquençage du gène, et une structure aux rayons X a été obtenue, et dans ce cas, deux atomes de fer présents dans le site actif. Donc au début, les gens ont pensé que c'était deux atomes de fer, comme dans la classe 1A, qui étaient présents et qui étaient là pour faire de l'oxydation. Mais l'oxydation de quoi? Puisque, en effet, à proximité, vous voyez, les deux atomes de fer, avec des environnements à nouveau hein, que vous reconnaissez, une histidine par fer, et puis des glutamates et des aspartates. Ici, c'est surtout d'ailleurs des... Enfin, là, il y a un aspartate mais qui n'est pas ligand, mais c'est surtout des glutamates. Et à quelques angstroms de distance, exactement comme dans les autres enzymes, à la bonne distance pour faire un radical, sauf que ce n'est pas une tyrosine, c'est une phénylalanine, et la résolution de la structure est telle qu'il est évident, vous le voyez ici, vous avez un noyau aromatique, mais vous n'avez pas de groupement OH, vous avez vraiment une phénylalanine. Alors comment cette enzyme peut être active? Et la découverte la plus importante, c'est celle-là, c'est Science 2007, c'est la découverte que, alors là aussi, hein, pendant des années, il y a eu des gens qui ont sorti des protéines avec du fer, d'autres avec du manganèse. Comme il y avait en même temps la découverte d'une protéine avec deux manganèses, il y a eu toutes ces hypothèses qui ont été discutées. Et là, on a un système avec un fer et un manganèse. Peut-être la démonstration la plus brillante, c'est la capacité de produire des protéines, c'est-à-dire d'isoler des protéines et de les caractériser dans un état où elle ne contient que du fer, vous voyez, 0 manganèse par R2 et 2 fer, et des protéines qui contenaient 2 manganèse et 0 fer, et des protéines qui en contenaient 1 fer et 1 manganèse. Et là aussi, ça vous montre que la même protéine peut acquérir les deux ions métalliques, mais surtout que c'est uniquement dans le cas où vous avez un fer et un manganèse que vous avez l'activité maximale de l'enzyme. Et là encore, hein, même question, c'est... j'ai dit tout à l'heure comment la cellule fait pour mettre du manganèse à un endroit et du fer dans l'autre. Alors je pense que c'est encore pire comme problématique. Avec une protéine qui peut fixer du fer et du manganèse, comment faire pour mettre un manganèse et un fer et pas mettre que du fer, que du manganèse? Et pas simplement ça, c'est aussi mettre dans une structure qui est relativement symétrique un manganèse ici et un fer ici, et pas l'inverse. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose d'absolument fascinant, de très fin. Et là, on ne comprend rien, bien sûr. On ne sait pas comment ces atomes de métalliques sont introduits. On peut penser, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu la culture qu'on a de cette problématique-là, c'est il y a des systèmes spécifiques, protéiques, essentiellement, qui transportent des manganèses et des fers et qui les délivrent de façon intelligente et sélective et contrôlée, etc. C'est l'idée, mais pour la substancier, il faut évidemment les découvrir, ces systèmes qu'on appelle parfois métallochaperones, enfin, etc.
il faut les découvrir. Et dans le cas des ribonucléotides réductases, il n'y a strictement aucun... On n'a toujours pas découvert de protéines qui donneraient sélectivement du manganèse ou du fer à ces ribonucléotides réductases. Je pense qu'ils existent, parce que je pense que la théorie des chaperones est correcte. Je pense qu'ils existent, mais en même temps, je n'en suis pas sûr. Et je pense que quand on va les découvrir, on aura des outils là aussi très très importants, hein. Les ribonucléotides réductases sont des enzymes essentielles à la prolifération cellulaire. Ce sont des cibles thérapeutiques pour des anticancéreux, des antibactériens, etc. Si on comprend encore mieux, y compris l'activation de ces ribonucléotides réductases, notamment par le transport de métal, on aura tout un tas d'autres cibles aussi pour contrôler la prolifération cellulaire. Bon, enfin, néanmoins, ce qui est proposé ici comme mécanisme, à partir, donc vous voyez, ce sont des travaux qui s'étalent à la fin des années 2000, ce qui est proposé comme mécanisme pour ces systèmes, c'est un système manganèse 2, fer 2, qui fixe l'oxygène moléculaire. Donc là, on est dans un schéma plutôt de classe 1A, avec le métal servant de fixateur d'oxygène et d'activateur d'oxygène par transfert d'électrons, donc activation réductrice de l'oxygène, pour arriver à une entité manganèse fer 4, fer 3. Et donc, la clé, c'est que ici, avec un manganèse 4, on a le pouvoir d'oxydation à un électron qui est stocké sur le métal et qui, contrairement aux autres systèmes, n'est pas transféré un tout petit peu plus loin sur une tyrosine. À côté, il y a une phénylalanine, donc il n'y a pas de possibilité de créer un radical à cet endroit-là. L'équivalent oxydant, qui était stocké dans les autres classes d'enzymes sur une tyrosine, sous la forme d'un radical tyrosinyle, est ici stocké sous la forme d'un manganèse à haut degré d'oxydation. Alors vous allez me dire pourquoi dans ce cas-là il faut que ça soit comme ça et pas autrement. J'en sais rien. Peut-être j'aurai le temps un peu de discuter de cet aspect, mais à ce moment-là, ce qui est proposé, c'est que la protéine qui contient le site binucléaire et qui s'appelle R2 là aussi, comme toutes les ribonucléotides réductases, est associée à la protéine R1 qui est le site où va se fixer le substrat, je vous l'ai dit, et où va se créer le radical cystéinyle. Parce que, y compris dans ce système, l'hypothèse, c'est qu'on a une cystéine qui doit être radicalaire. Mais là, le transfert de radical ne se fait pas entre un radical tyrosinyle et un radical cystéinyle, il se fait entre le manganèse 4 et la cystéine. Donc, les deux protéines se lient, R2, un équivalent oxydant présent sur R2, et il y a un transfert de radical. Le manganèse 4 reçoit un électron probablement sur une très très longue distance de la cystéine. Donc vous voyez, transfert de radical entre deux protéines. Là aussi, c'est quelque chose, mais je l'ai déjà évoqué, qui est tout à fait fascinant, où vous avez des transferts de radicaux à très longue distance, donc transfert d'espèces extrêmement instables sur une très longue distance, mais néanmoins ça marche dans ces systèmes. Et donc vous passez à manganèse 3, fer 3, et puis quand vous avez le radical cystéinyle, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir une activité de réduction de ribonucléotides. Voilà, donc ça, il y a eu énormément de travaux extrêmes, notamment de spectroscopie extrêmement fins, très détaillés, qui, encore une fois, ont parfaitement établi que dans la classe 1C, le fer est ici, le manganèse est là, et ce n'est pas l'inverse. Notamment, il y a une corrélation. Voilà, ce glutamate-là, quand il y a un glutamate ici, c'est que c'est une protéine à manganèse-fer, c'est-à-dire classe 1C. Et donc l'hypothèse, c'est ce glutamate E, là, ici, il est celui qui fixe le manganèse. Voilà. Et par ailleurs, ceci a été confirmé par cristallographie. Donc, dans des données de diffraction collectées au seuil du manganèse, on observe en effet le manganèse sur un site et pas sur l'autre. Voilà. Donc, la conclusion est la suivante.
par rapport à ce que j'avais dit il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus, quand j'ai évoqué les ribonucléotides réductases, le schéma s'est considérablement compliqué. Je ne reviens pas sur les classes 2 et classe 3, mais au niveau des classes 1, vous avez 3 systèmes différents. Vous avez le système 1A le plus répandu, fer3 radical. Vous avez le système 1B avec manganèse 3 radical. Et vous avez le 1C avec manganèse 4, fer3. D'une certaine façon, dans tous les systèmes excepté la classe 1C, la clé, c'est de créer un radical, c'est de créer un équivalent oxydant qui est localisé sur une tyrosine, sur un radical. Pardon, sur un acide aminé, parce qu'ici, il n'y a pas de tyrosine. Mais dans tous ces systèmes, c'est créer un radical. Il n'y a que dans le cas de la classe 1C que l'équivalent oxydant est porté par un métal. Voilà, donc là aussi, je n'y reviens pas, vous avez compris, c'est les mécanismes d'oxydation, les mécanismes de création de cet équivalent oxydant. À nouveau, fer2, fixation de l'oxygène, activation, création de fer3, fer4 et oxydation de la tyrosine en radical. Même chose pour la classe 1B, on arrive à un manganèse 3, manganèse 4. La différence, c'est que l'oxydation du manganèse 2 en manganèse 3, manganèse 4 ne se produit pas par action de l'oxygène directement, mais via l'activation de l'oxygène par une flavoprotéine. Et dans le cas de la classe 1C, vous partez d'un manganèse 2, fer2, qui réagit avec l'oxygène et qui est oxydé jusqu'à manganèse 4, fer3, et ce système n'a pas besoin de se transformer en un système radicalaire localisé sur un acide aminé. Il suffit à lui-même pour créer le radical tyrosinyle, pour le cystéinyl. Pardon. Voilà. Alors, à nouveau, voilà, on reste avec un certain nombre de questions que j'ai déjà évoquées au cours de ma présentation. Je commence par la question 2. Hein, c'est à nouveau, comment est assurée une méthylation correcte? Donc ça, on ne sait pas. Il y a un vrai sujet de recherche sur ce thème. On avait commencé avec Fabien Pirel à Grenoble à se poser la question de comment sont introduits les atomes de fer dans la classe 1A, et on n'y est pas arrivé. Donc tout ça est réglé par des aspects. La compartimentation joue un rôle. Hein. Vous savez qu'à l'intérieur des cellules, il y a des compartiments, il y a des concentrations relatives de manganèse et de fer différentes d'un compartiment à l'autre. Il y a aussi évidemment la question de l'affinité relative des protéines vis-à-vis des métaux, mais comme vous l'avez vu ici, il semblerait que ces protéines soient douées aussi bien pour fixer du fer et du manganèse. Et puis il y a la question des métallochaperones, de ces systèmes très spécifiques qui seraient capables d'apporter de façon intelligente les métaux aux cibles. Et puis l'autre question, c'est pourquoi la nature s'est embêtée à faire 3 systèmes différents. D'ailleurs, on dit 3 aujourd'hui, mais peut-être qu'il y en a d'autres, 4, 5, etc. C'est-à-dire un système avec 2 fers, un système avec 2 manganèses et un système avec du manganèse et du fer. Est-ce que ce sont des stratégies d'adaptation à des situations particulières que rencontre tel ou tel organisme, par exemple tel ou tel parasite, c'est-à-dire par exemple des situations de stress oxydant, des situations de limitation en fer. Enfin, il y a des pathogènes, par exemple, qui, pour être vivants, n'apprécient pas tellement d'être limités en fer, et l'hôte qui reçoit ce pathogène a au contraire des stratégies de diminution du fer pour éviter que le pathogène prolifère. Eh bien, si au contraire, il peut fonctionner avec une ribonucléotide réductase, donc qui est essentielle à sa prolifération, avec une ribonucléotide réductase plutôt à base de manganèse, évidemment, l'hôte qui fait un effort considérable à diminuer sa quantité de fer
pour bloquer le pathogène, eh bien, évidemment, c'est loupé, puisque c'est du manganèse qui lui permet de proliférer. Voilà, il y a tout un tas de questions. Je crois que j'ai un peu de temps pour juste parler d'un autre type de cluster. Alors, d'une certaine façon, c'est une introduction au séminaire de la semaine prochaine, puisqu'on va parler de cuivre. Pour le moment, je n'ai pas du tout parlé de cuivre. Alors, je veux parler de ces enzymes, les méthanes monooxygénases. Alors, ce sont des systèmes qui intéressent les chimistes et les biochimistes depuis très longtemps, tout simplement parce que ces enzymes catalysent une réaction fascinante qui est la transformation du méthane en méthanol. C'est la méthane monooxygénase, c'est donc cette enzyme qui, finalement, en présence d'une source d'électrons, mélange du méthane et de l'oxygène et fait du méthanol. Pour les bactéries qui sont notamment les méthanotrophes qui contiennent ces enzymes, l'objectif n'est pas de faire du méthanol, c'est de transformer le méthane sur lequel ces bactéries poussent en espèces qui sont ensuite utilisables pour faire de la chimie à l'intérieur de la cellule, comme source de carbone. Donc le méthane est une source de carbone pour ces bactéries. Mais l'intérêt, c'est qu'ici, on a devant nous un système qui fait une chimie qui intéresse énormément, en particulier l'industrie chimique, l'industrie des hydrocarbures, puisque ces enzymes sont capables de faire cette transformation du méthane en méthanol qui est assez difficile et qui a des tas d'intérêts. Voilà, alors, ce qui est intéressant, c'est que ces méthanes monooxygénases contiennent des sites à fer qui ressemblent énormément à la ribonucléotide réductase. Vous voyez, avec 2 atomes de fer et beaucoup de carboxylates venant d'aspartate et de glutamate pour ligand du fer, et puis une histidine par fer. C'est exactement le type de configuration qu'on trouve dans la ribonucléotide réductase. Bon, à nouveau, c'est un concept que j'ai beaucoup dit, enfin, qui est assez classique, c'est que la nature, le vivant, quand le vivant a trouvé une méthode pour faire des oxydations, eh bien, elle l'exploite dans différents contextes. Utiliser un binucléaire de fer pour activer l'oxygène moléculaire, pour créer des entités oxydantes qui soient capables d'oxyder des substrats comme une tyrosine en radical tyrosinyle ou un méthane en méthanol, oui, à partir du moment où on a trouvé qu'un tel système avait un pouvoir oxydant intéressant, il peut être exploité dans des tas d'applications à l'intérieur de la cellule, et c'est le cas. C'est le cas de la méthane monooxygénase et de la ribonucléotide réductase, mais c'est le cas de tout un tas d'enzymes qui contiennent ces sites binucléaires à fer. Ce que je veux dire ici, c'est que le fer n'est pas le seul métal qui est utilisé pour faire des oxydations. Marius Réglier, la semaine prochaine, en parlera. Et je voudrais simplement dire ici qu'il y a des méthanes monooxygénases à cuivre, qui sont ici, contrairement à celles à fer, ce sont des systèmes qui sont associés à la membrane. Vous voyez comment est organisé ce système. Alors, il s'avère que Amy Rosenzweig a, il y a quelques années, obtenu une structure aux rayons X plus ou moins, avec une plus ou moins bonne résolution du système, et c'est un système très très complexe et qui a révélé, en effet, qui commence à révéler l'organisation des atomes de cuivre à l'intérieur de cette protéine. Alors, cette structure permet de voir qu'en effet, donc il y a un système, la protéine ASC ici sont des protéines qui ont des hélices transmembranaires, donc ce sont des protéines qui sont à l'intérieur de la membrane. Et puis la partie catalytique, elle est ici, vous voyez, c'est la protéine B, où il y a 2 domaines cuprédoxine, et vous avez ici un système dans lequel vous avez un atome de cuivre mononucléaire, et puis vous avez ici un endroit où vous avez un système binucléaire de cuivre. Toutes ces cuivres sont entourées par des histidines, donc des ligands azotés, et c'est là que se fait l'activation de l'oxygène moléculaire. Voilà. Et
Je crois qu'on en est à peine au début de la compréhension de ces systèmes sur le plan des mécanismes. Alors, ils sont beaucoup plus complexes à étudier parce que ce sont des systèmes membranaires. Mais voilà un autre exemple de cluster métallique pour activer l'oxygène moléculaire. Ce n'est pas du fer, ce n'est pas du manganèse, c'est du cuivre. Et la chimie ici qui est proposée, c'est que le système doit être à l'état cuivre 1. Il fixe l'oxygène moléculaire pour donner des entités de type peroxo un peu complexes. Et ces entités peroxo sont responsables, hypothèse de travail, sont responsables de l'activation du méthane pour le transformer ensuite en méthanol par transfert d'atomes d'oxygène. Voilà. C'est ce que je vous disais donc, la semaine prochaine, et je termine là-dessus. Donc Marius Réglier parlera de monoxygénase à cuivre. L'union des cuivres fait-elle la force? Et je reviendrai au cluster fer-soufre pour montrer des transformations qui se produisent dans la cellule qui sont d'une très très grande complexité. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un cluster fer-soufre qui sera utilisé, mais toute une série de clusters fer-soufre. Et on discutera de tout ça à nouveau dans le cadre de cette présentation générale des clusters métalliques en biologie. Et je termine là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.